Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'actualité de ce jeudi 11 novembre 2021. Au sommaire, la faim menace les détenus de différentes prisons du Burundi. Ces détenus ne reçoivent plus de farine de manioc depuis presque un mois. En page sécurité, les réfugiés burundais du camp de Rusenda en République démocratique du Congo dénoncent la recrudescence des cas de violation des droits humains dont ils sont souvent victimes. Ils pointent du doigt les membres de la communauté de Babembe et certains agents de sécurité de ce pays d'être responsables de ces actes. Au sommaire également, plus de 1000 personnes se sont déjà fait vacciner contre la COVID-19 au Burundi depuis le lancement de cette activité jusqu'au 9 courant. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Je vous le disais en titre, les réfugiés burundais du camp de Rusenda en République démocratique du Congo s'inquiètent de la recrudescence des cas de violation des droits humains dont ils sont souvent victimes. Ces réfugiés pointent du doigt certains membres de la communauté de Babembe d'être responsables de ces actes en complicité avec certains agents de sécurité qui les reprochent d'être de mèche avec les groupes d'autodéfense de Banyamulenge. Ils réfutent ces accusations et demandent plutôt que leur sécurité soit garantie. Le point avec Marie-Ange Ilakoze. Les conflits qui existent entre les communautés de Banyamulenge et de Babembe à l'est de la RDC sont les principales causes de l'insécurité au sein des réfugiés burundais du camp de Rusenda. Ces réfugiés indiquent qu'ils sont pris comme des boucs émissaires en cas d'affrontement entre les deux communautés qui se regardent en chien de faïence. L'exemple le plus récent est celui de 2 réfugiés qui déplacent les personnes à moto qui ont été torturées et emprisonnées pour avoir déplacé de Banyamulenge à bord de leur moto. Ils utilisent leur moto comme taxi. Ils ont déplacé de Banyamulenge vers la ville d'Uvira. À leur arrivée, ils ont été arrêtés, emballés dans des sacs et ils ont été sérieusement tabassés avant d'être emprisonnés dans une cellule communément appelée Bureau 2 où on emprisonne des militaires. Ils ont été accusés d'avoir déplacé des combattants armés, ce qui n'est pas du tout vrai car ce sont plutôt des Banyamulenge qui fuient cette localité. Hormis ces actes de torture et d'emprisonnement dont ils sont souvent victimes, ces réfugiés dénoncent les cas de vol de leurs biens par les membres de la communauté Babembe en complicité avec certains agents de sécurité affectés dans cette localité. Nos vaches et chèvres nous sont dépouillées au grand jour par des Babembe, au vu et au su des forces de l'ordre. Il faut savoir que ce bétail ne nous appartient pas et qu'on le garde plutôt pour les Banyamulenge, ce qui n'est pas du tout vrai. Ces réfugiés burundais affirment ne pas comprendre pourquoi ils sont impliqués dans la politique de ce pays alors qu'ils n'ont aucun intérêt dans les conflits entre les deux communautés qui s'affrontent souvent. Ils craignent d'être massacrés comme cela a été le cas pour leurs confrères qui étaient réfugiés à Kamanyola, toujours à l'est de la RDC. Dans le rapport, ils indiquent que les réfugiés burundais entretiennent de bonnes relations avec leurs ennemis, les Banyamulenge. Cela nous préoccupe beaucoup parce que ça montre qu'ils ont un plan de nous éliminer physiquement, comme ils l'ont fait à l'endroit des réfugiés burundais de Kamanyola. Ces derniers ont été tués au grand jour, accusés d'être en possession des armes à feu, alors que c'était de pires mensonges. Ces réfugiés burundais du camp de Rusenda demandent aux communautés nationales en charge des réfugiés, CNR en sigle, de sortir de son silence et de faire libérer les 2 motards qui sont illégalement emprisonnés. Ils demandent également au HCR de trouver une solution durable aux problèmes liés à la sécurité de tous les réfugiés burundais se trouvant à l'est de la RDC. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de
joindre les représentants du HCR en RDC, mais sans y parvenir. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé en page des droits de l'homme et la faim menace les détenus de différentes prisons du Burundi. Les détenus ne reçoivent plus de farine et de manioc depuis presque un mois et demandent au gouvernement de résoudre ce problème le plus tôt possible. Le point avec Elvis Nyamungere. Les informations en provenance de différentes prisons font savoir que les détenus reçoivent plus de la farine de manioc depuis plusieurs jours. À titre d'exemple, les détenus affirment qu'ils viennent de passer plus de 20 jours sans cette farine à la prison centrale de Gwanza, 13 jours à la prison centrale de Muramvya, 9 jours à la prison centrale de Ngozi, tandis que la prison centrale de Ruyigi vient de passer 4 jours sans cette farine de manioc. Au moment où les détenus devraient manger le haricot et la pâte de manioc qui n'est plus disponible, ces détenus disent qu'ils vont d'offrir. Habituellement, ils ne mangent que des haricots seulement, dont la quantité n'est pas suffisante. À cause de la faim, ces détenus restent ainsi allongés et sans force. Cette situation est aggravée par le fait que les familles des détenus ne peuvent pas leur apporter de la nourriture, les visites étant interdites à cause de la pandémie de Covid-19. Les détenus qui sont incarcérés dans ces différentes prisons demandent au gouvernement de tout faire pour trouver une solution à ce problème avant que le pire n'arrive, vu que l'effectif des prisonniers est toujours très élevé. Ils demandent également que durant cette période où cette farine de manioc n'est pas disponible, ils puissent avoir l'autorisation d'avoir des visites dans les familles qui peuvent leur apporter de la nourriture, car sinon ils ne peuvent pas vivre sans manger. Ces détenus rappellent aux dirigeants de Burundi que même s'ils sont incarcérés, ils ont droit à la vie et à recevoir de la nourriture en quantité suffisante. Merci à toi Elvis Nyamungere. Certains parmi les représentants des employés de l'entreprise Afritextile ont été suspendus à durée indéterminée par leur employeur. Ils sont accusés d'inciter les employés à observer un mouvement de grève, ce que déplorent les autres employés qui se voient représentés par des individus qu'ils n'ont pas choisis. Le détail avec Daniel Claire, il la trouve. Les représentants des employés de l'entreprise Afritextile qui ont été suspendus pour une durée indéterminée sont au nombre de 7. Il s'agit de Gaston Iligira, qui était le président du comité des représentants des employés, Léonidas Savimbona, Jean-Paul Sindavazimbele, Pascal Butoyi, Arcade Mbabalemhore, Epitas Bahendouzi et Jean Nyonzima alias Lusake. Notre source au sein de cette entreprise indique que cette suspension des représentants des employés est un plan de l'employeur pour empêcher les employés de réclamer leurs droits. Le directeur général, en collaboration avec d'autres personnes, ont créé une commission qui va remplacer le comité qui était en exercice. Ce qui est en train de se faire est incompréhensible, c'est une intimidation. Même l'administrateur directeur général reste toujours absent dans cette situation, ce qui explique le lobbying des employeurs de notre entreprise en vue de distraire les employés pour les empêcher d'atteindre leur but. Ces employés indiquent également que ce que les employeurs de l'Afritextile ont fait est un comportement qui leur a caractérisé depuis longtemps pour faire taire les employés. Dans cette entreprise, limoger un employé qui réclame ses droits est devenu une coutume car ce n'est pas la première fois que ça se produit. Suite à des multiples intimidations faites par leurs employeurs, beaucoup d'employés ont eu peur et sont retournés au travail, poursuit notre source. Les grévistes ont été intimidés par téléphone. On leur demandait de regagner le travail. Le directeur général a même sorti un communiqué précisant que tous les employés doivent retourner à leur poste respectif en date du 11 novembre. Au-delà de cette date, l'employé sera considéré comme déserteur. Ainsi, presque tous les grévistes sont retournés au travail suite à ces intimidations. Vous saurez que le mouvement de grève des employés de l'entreprise Afritextile avait débuté mercredi de la semaine dernière. Ils réclament l'augmentation de leur salaire et le respect de leurs contrats de travail. Merci à toi, Daniel Claire et à Trouva. Après cette petite transition, nous parlons simple. Je vous le disais en titre, plus de 1000 personnes se sont déjà fait vacciner contre la Covid-19 au Burundi depuis le lancement de cette activité jusqu'au 9 courant. Selon le rapport du ministère de la Santé, aucune personne parmi celles déjà vaccinées n'a observé un effet secondaire. Le point avec Eric Nyonzima. Le rapport de situation sur la réponse
à la pandémie au coronavirus au Burundi, rédigé le 9 novembre 2021, est le premier à avoir la rubrique vaccination. Selon ce rapport, seulement 1035 personnes se sont fait vacciner depuis le début de la vaccination, le 18 octobre. 345 parmi eux sont des femmes et les 681 restants sont des hommes. Selon toujours ce rapport, 144 personnes ont déjà bénéficié de la deuxième dose. C'est en dessous de 45 cas qui se sont fait vacciner sont au nombre de 611, alors que c'est au-delà de 45 sont au nombre de 424. Le rapport précise bien qu'aucune parmi les personnes vaccinées n'a eu d'effet secondaire. Le 14 octobre, cette année, le Burundi a réceptionné ses premières doses de vaccin. Il s'agit de 500 000 doses offertes par la Chine. Dans un article publié le même jour, le Burundi devrait recevoir encore 151 000 autres doses de l'initiative AVAT le 25 octobre dernier. Suivant avant la fin de l'année d'importantes doses de vaccins de l'initiative COVAX, a déclaré l'OMS. Pour cette organisation onusienne, c'est d'autant de perspectives qui, si elles aboutissent, permettraient au Burundi de se mettre au même diapason que les autres pays d'Afrique et du monde dans la lutte contre la COVID-19 et ses variantes. L'OMS s'est donné comme objectif qu'en mi-2022, au moins 70% de la population dans chacun des pays africains soit vaccinée. Le Burundi en est aujourd'hui à moins de 1% de sa population vaccinée. Tellement la population est moins sensibilisée à cet effet que le pays risque de manquer à cet objectif. Toujours à ce chapitre, depuis 5 jours, une épidémie de choléra s'est déclarée au camp des réfugiés burundais de Nakivale en Ouganda. Jusque ce mercredi, on dénombre 120 cas de choléra. Le point avec Emile Nivasumba. Nyarugugu A, B et C sont des villages déjà touchés par l'épidémie de choléra au camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda dans les 5 derniers jours. Jusque ce mercredi, 120 cas de choléra avaient été recensés. Nos sources au camp de Nakivale indiquent que cette épidémie est causée par le manque d'eau potable, le manque d'hygiène, les toilettes publiques débordées et le manque de savon. Les agents de santé communautaires, en collaboration avec les autorités locales, ont donné l'ordre de ne plus utiliser l'eau du lac Nakivale. Le problème, c'est l'eau du lac Nakivale. L'eau de ce lac n'est pas propre. On a donné l'ordre de ne plus utiliser cette eau pour se laver. Hier, on a enregistré tous les réfugiés pour qu'aujourd'hui, on distribue du matériel comme les bidons et les savons pour l'hygiène. Pour le moment, la distribution en eau potable aux familles a été augmentée au camp des réfugiés de Nakivale pour préserver plus d'hygiène. On a augmenté la distribution en eau. Celui qui puisait 1 ou 2 bidons par jour reçoit pour le moment 5 bidons par jour dans cette localité où le choléra sévit pour améliorer l'hygiène dans les toilettes et les maisons. Le camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda abrite plus de 150 000 réfugiés, dont plus de 41 000 Burundais. Merci à toi aussi, Emile Nivasumba. Toujours à ce chapitre, les habitants de la commune de Nyanzarak dénoncent le phénomène de corruption qui s'observe à la morgue de l'hôpital de cette commune. Celui qui ne donne pas de pain de vin se voit obligé de venir récupérer le cadavre de son proche le lendemain de sa mort. Plus de détails avec Eloge du Vermèche. Les coupures électriques répétitives constituent le motif avancé par les gestionnaires de la morgue de l'hôpital de Nyanzalak pour soutirer de l'argent aux habitants de la commune Nyanzalak dont les proches ont rendu l'âme. Les sources de la RPA expliquent que des pots de vin sont sollicités une journée après que l'on ait amené un corps sans vie à la morgue. Selon cet habitant, ils sont attristés par ce motif qu'ils qualifient d'insensé. Si tu amènes le corps sans vie de ton proche, le gestionnaire l'accueille sans problème, mais le lendemain, il t'appelle et te dit de venir récupérer le corps, car il y a des coupures répétitives de courant. Mais c'est un prétexte tout court, car normalement, si le problème était grandiose, il ne pourrait pas oser accueillir un cadavre. Il nous dirait plutôt de chercher une chambre froide ailleurs. Ces habitants dénoncent ce comportement car, selon eux, ces explications liées aux coupures
répétitifs de courant électrique leur sont donnés au moment où l'hôpital de Nyanza-Lac possède un groupe électrogène fonctionnel en cas de coupure de courant électrique. S'il y a une coupure électrique, il y a un groupe électrogène qui est allumé. C'est plutôt une stratégie que ces gestionnaires adoptent pour demander des pots de vin. Nous demandons aux autorités sanitaires de notre province de trouver une solution à ce problème. Sur ces grognes de certains habitants de la commune de Nyanza-Lac, la rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre le médecin provincial de Makamba, Oscar Nira-Nibagira, pour entendre sa réaction. En page éducation, les parents et les enseignants font partie de ceux qui ont favorisé la déscolarisation et l'augmentation des taux d'abandon scolaire pour l'année scolaire 2020-2021. Propos de David Ninganza, l'un des défenseurs des droits de l'enfant, qui souligne que les filles ont parfois des problèmes particuliers, tout en mentionnant que les enseignants devraient bien faire le suivi des enfants à l'école, tandis que les parents devraient faire la même chose à la maison. Suivez David Ninganza, un des défenseurs des droits des enfants. Pourquoi l'abandon scolaire? Il y a des parties prenantes. Premièrement, les parents. Ce sont les parents qui s'occupent de l'éducation de leurs enfants au quotidien. Ce sont les parents en cas de difficulté qui défendent la cause de leurs enfants. Malheureusement, il y a des parents qui démissionnent, qui cherchent des prétextes, soit c'est la famine, soit c'est la pauvreté aiguë, mais ce ne sont pas les enfants qui supportent le fardeau, c'est plutôt les parents qui prennent le devant, qui supportent le fardeau des enfants, qui luttent contre toutes sortes de violences qui peuvent aider leurs enfants dans la déscolarisation. Car les parents participent dans la déscolarisation des enfants, vous comprenez que ça nécessite un changement de comportement de la part de certains parents. Il y a aussi les éducateurs. Quand l'enfant n'est pas bien entretenu à l'école, quand l'enfant n'est pas bien encadré pédagogiquement par l'enseignant, l'enfant peut facilement se désintéresser de l'école. Nous avons vu des éducateurs qui avancent avec les meilleurs et qui oublient que celui qui est faible aujourd'hui peut briller l'année suivante, car les enfants ne sont pas encadrés et vous comprenez qu'il y a risque d'abandonner l'école. Ici, je vais souligner surtout nos filles, nos jeunes filles pauvres qui n'ont pas de kit intime pour gérer la période menstruelle. Quand l'enfant n'a pas de cotex, vous comprenez que l'enfant s'absente 2 jours avant, s'il reconnaît, s'il est régulier, 2 jours après, vous comprenez 4 jours par mois, l'enfant, la pauvre fille burundaise va s'absenter pendant 40 jours avec le comportement, comme nous avons demandé aux enseignants, qu'est-ce que vous faites? Quand l'enfant s'absente à l'école pour donner l'interrogation de rattrapage ou examen, c'est-à-dire que le directeur doit justifier l'absence. Et voilà le directeur qui va demander le papier médical à l'enfant, et les parents, et les enseignants, et l'autorité scolaire. Vous comprenez que là aussi, il peut y avoir de l'abandon scolaire. De plus, David Ninganza fait savoir que même le système éducatif actuel favorise ces abandons scolaires, surtout en ce qui concerne ces règlements. Ainsi, il invite les autorités habilitées de prendre des mesures par rapport à ce problème, surtout que certains enfants abandonnent l'école à cause des travaux qu'ils font dans les ménages. Suivez encore une fois David Ninganza. Il y a aussi le système éducatif. Imaginez-vous, question de recrutement aujourd'hui qui existe dans le système éducatif et confort. Non, au départ, l'enfant entrait en 7e année après avoir passé et réussi le concours national en 6e année. C'est-à-dire que ce sont les meilleurs qui traversaient la 6e année. Mais aujourd'hui, on avance systématiquement. Vous comprenez que dire l'enfant de la 8e année, de la 9e, 7e, de 12 ans, de 13 ans, 11 ans, qui n'a pas droit au recrutement, c'est vraiment une agression pour l'enfant de l'infraction. Comment alors c'est le ministère de l'Éducation qui s'occupe de l'éducation, de la préparation de l'avenir de l'enfant, qui va mettre en dehors de la porte de l'école, disant comme quoi l'enfant est victime du recrutement. Il y a aussi la communauté. Quand il y a des enfants domestiques à l'âge d'être scolarisés, les patrons ou les patrons sont à la hauteur de déscolariser ces enfants. Ce sont eux qui exploitent économiquement les enfants au moment où les règles sont en train d'étudier. Vous comprenez que l'administration à la base doit jouer un rôle important. Ce sont ceux qui s'occupent de l'encadrement. Je pense que ceux qui s'occupent de l'enfant, ici je parle du ministère de l'Éducation, et aussi la commission parlementaire
qui s'occupent de l'éducation, il est grand temps de voir dans l'ensemble, avec les partenaires éducatifs, comment plaider pour qu'il n'y ait plus ce système éducatif qui risque de déscolariser les enfants. C'est le stage de mener plutôt une étude de base qui va servir qui fait quoi. Le parent doit faire quoi. L'éducateur, la communauté, le chef collinaire, l'ONG qui est au Burundi. Il faut que tout le monde manifeste une contribution dans le sens de rehausser le niveau. Ici, je donne l'exemple, la commune Mutimbuzi, zone Rukaram, a fait une campagne. Dans 2 mois, nous connaissons des enfants qui sont retournés à l'école. David Ninganza réagit sur le rapport du ministère de l'Éducation en rapport avec beaucoup d'abandons scolaires enregistrés durant l'année scolaire 2020-2021. Après cette courte pause, nous poursuivons cette édition. L'administration écrase le secteur privé plutôt que de servir de pilier fondamental dans la croissance économique. Constat de Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement de mentalité par ses sigles. Faustin Ndikumana relève les principaux défis structurels auxquels font face actuellement les investisseurs privés. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, président de Parsem. Il animait le matin de ce jeudi une conférence de presse sur le rôle que doit jouer le secteur privé dans le développement. Malgré qu'on soit parmi les pays les plus pauvres du monde, la conscience au niveau du développement du secteur privé n'est pas encore là. Tenez, le Burundi est toujours classé parmi les pays où la développement des affaires est le plus faible. Au niveau des investissements directs étrangers, le Burundi est considéré le pays le moins nanti qui bénéficie peu d'investissements directs étrangers, même dans la sous-région. Et le travail sur les critères de doing business maintenant n'est plus fonctionnel. On se demande alors si on est conscient de l'importance du secteur privé dans le développement. Et au niveau des mentalités, oui, les administratives sensibilisent les jeunes au niveau de la promotion des activités du secteur privé, initiation de l'entrepreneuriat, mais aussi on voit que beaucoup de cas ont la mentalité de vouloir vivre par doctrine de façon viagère. Et au lieu de donner l'exemple justement de faire des innovations de créativité au niveau de l'entrepreneuriat, et plutôt ils veulent se mettre dans un environnement de manque de gestion du système des incompatibilités, où ils veulent être les premiers fonctionnaires de l'État et les premiers hommes d'affaires. C'est un amalgame qu'il faut arrêter. La politisation du secteur privé, où il y a une certaine discrimination qui s'observe ici et là, et au sein des opérateurs économiques à partir des critères subjectifs, politiques, et au niveau de l'environnement des affaires aussi, les infrastructures, l'énergie, les barrages hydroélectriques passent des années sans qu'on puisse terminer les constructions. Et le cas le plus blessant, c'est le barrage de Manda ici. L'état des routes pour assurer le mouvement des biens services, l'usage des technologies d'information et de communication, la politique monétaire, l'accès au crédit aussi, la politique de change. Certains peuvent accéder aux devises, d'autres non. La qualité des devises aussi limite l'action des opérateurs économiques. La politique fiscale au niveau de la perception d'impôts et au niveau de la gestion du système d'octroi des exonérations. La justice aussi reste faible au niveau de la protection des droits de propriété. Et on lance un appel à l'administration, surtout à travers ces 3 piliers, la police, l'administration centrale, la justice, de servir au secteur privé, de servir les opérateurs économiques. Sinon, la pauvreté vraiment restera toujours là. Dernière nouvelle de cette édition, manque d'eau potable est signalé au chef-lieu de la commune de Buganda en province de Chibitoke depuis 2 semaines. Les habitants du chef-lieu de cette commune demandent aux autorités habilitées de les aider à trouver une solution à ce problème. Les détails avec Eloge Cuisine. Les habitants du chef-lieu de la commune de Buganda faut savoir qu'ils éprouvent des difficultés suite à ce problème de manque d'eau potable. Notre source indique que des conduits d'eau depuis la source ont été abîmés. Actuellement, ils utilisent l'eau des puits. Le manque d'eau potable est devenu vraiment un casse-tête depuis 2 semaines. La population se débrouille en utilisant l'eau des puits, appelée Amadjolika, puisqu'il n'y a pas de l'eau propre. Le goût de cette eau n'est pas du tout bon. Normalement, elle était destinée à la vaisselle et à se laver. Les habitants du chef-lieu de la commune de Buganda demandent aux autorités administratives d'aider à trouver une solution à ce problème de manque d'eau potable. À ce propos, la rédaction n'a pas encore pu joindre Pamphile Hakizimana, l'administrateur de la commune de Buganda. Merci à toi, Eloge Cuisera. Merci, mesdames et messieurs, de m'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagiti.